Donc, je me pose la question, comment évoluent les fausses couches et est-ce qu'on peut, en fait, utiliser ce terme, les fausses couches? Donc en France, on aime bien utiliser aujourd'hui le terme de arrêt spontané de grossesse plutôt que de fausse couche. On s'est vraiment emparé du sujet et on dit que dans une fausse couche, eh bien, rien n'est faux, tout est vrai. Bonjour, docteur Enodi. Bonjour Amandine. Est-ce qu'on peut vous appeler Laure? Bien sûr, avec plaisir. Super. Bonjour Laure. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'avoue que j'aime bien aussi avoir une discussion avec un gynécologue parce que j'ai aussi un peu mon expérience personnelle. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu 6 fausses couches il y a 10 ans et c'est quand même quelque chose qui marque la femme. C'est quelque chose qui perturbe aussi un peu le couple. Oui. Professionnellement, ça a un impact aussi un peu. Donc, je me posais la question, est-ce qu'il y a un changement? Parce que de mon temps, c'était très tabou. Je n'osais pas dire ça au boulot. Je n'osais pas en parler aux copines. Donc, je me pose la question, comment évoluent les fausses couches? Et est-ce qu'on peut, en fait, utiliser ce terme, les fausses couches? Alors, Amandine, je suis ravie de venir en discuter avec toi aujourd'hui. Je suis gynécologue obstétricienne à Aix-en-Provence et effectivement, je prends beaucoup la parole sur mon compte Instagram qui s'appelle La Gynéco au sujet des grossesses qui s'arrêtent spontanément. Donc en France, on aime bien utiliser aujourd'hui le terme de arrêt spontané de grossesse plutôt que de fausse couche parce qu'on a depuis 2-3 ans sur les réseaux sociaux, on s'est vraiment emparé du sujet et on dit que dans une fausse couche, eh bien, rien n'est faux, tout est vrai. Et comme tu le dis si justement, il y a un impact qui est sociétal même, d'une patiente qui a une grossesse qui s'arrête spontanément et plein de sujets et un environnement qui est complètement transformé puisque la patiente, le couple qui était dans une démarche d'avoir un bébé, découvre sûrement au cours de cette première grossesse que le monde des grossesses qui s'arrêtent spontanément au premier trimestre. C'est vrai que, j'avoue, dans mon cas, moi, je suis nutritionniste, flamande, belge, ça s'entend un peu, je pense. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé l'approche, et encore une fois, j'adore travailler avec les médecins, donc c'est vraiment pas une attaque ou quoi, mais moi, je trouvais que l'approche, comment moi, j'ai été approchée, assez peu holistique. Après, je trouve que c'est un terme un peu dangereux, mais j'étais tout de suite menée vers la clinique de fertilité, je vais faire des traitements hormonaux, etc. C'est en fait un gynécologue à Bilbao qui me disait, mais c'était pas une résistance à l'insuline. Et c'est vrai que le foie est résistant en premier lieu à l'insuline. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, Il était un foie. Donc, le foie, c'est quand même un organe très, très important. Je me posais la question, chez toi, dans ton cabinet, à l'hôpital, les femmes qui sont enceintes, est-ce que l'aspect nutrition, lifestyle, fait partie des discussions avec les patients? Alors, moi, personnellement, dans mon approche, oui, c'est évident parce que je suis les patientes sur le plan de la santé du début de la grossesse jusqu'à leur accouchement. Je suis présente la plupart du temps pour leur accouchement puisque je fais des gardes en maternité. Et c'est vrai que mes patientes que je suis sur le plan global, du coup, je vais être très attentive à leur santé en général, donc qui va passer, bien entendu, par la santé qu'on appelle métabolique. Donc, bien manger, bien dormir, s'exposer suffisamment à la lumière du jour, avoir une nutrition, plutôt un régime méditerranéen et une activité physique quotidienne. Mais ce que tu soulignes, toi, c'était sur l'approche qu'ont eu les professionnels de santé vis-à-vis de tes fausses couches à répétition. C'est ça? Oui, j'avais pas l'impression, ou en fait je suis certaine, et c'est un message que j'aime bien vraiment faire passer et que j'ai vraiment aussi écrit dans mon livre parce que ça fait du bien écrire un livre, tu sais, une fois tout mettre sur papier, tout le monde sait lire ton histoire. Mais c'est vrai que regarder la cause des symptômes, je manquais un peu cet aspect de quelle est maintenant la cause de ces fausses couches. Et de un, c'était très tabou, donc je n'osais pas le raconter. Ok, ma maman m'a vu souvent pleurer, mais je n'osais pas le raconter à mes copines parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que quand j'allais à un dîner, on me regardait. Oh, elle boit pas son verre de champ, elle est sûrement enceinte. Donc, j'essayais de cacher ça toujours. Et c'est vrai que moi, je travaillais dans le pharma en tant que femme. Si tu tombes enceinte, oui, ça a un impact sur ta carrière, en fait. Donc, c'était hyper tabou. Et donc, je n'osais en parler à personne. La seule personne que je faisais confiance, c'était alors mon gynéco. Mais c'était très rapidement, ici, prends des hormones, mais
regarder cette cause. Et Ah oui. maintenant que j'avoue que je travaille moi-même énormément sur le foie avec mes patients, bon, j'ai étudié la nutrition, mais après, quand tu es en pratique, c'est encore différent. Je me suis bien réalisé que le foie gras, donc de non-alcoholic fatty liver, donc un foie gras non lié à l'alcool, qui est fréquemment aussi résistant à l'insuline, impacte quand même plein de symptômes de la femme. Ça peut être la difficulté de perdre du poids, ça peut être la fatigue, le niveau énergie, mais aussi une mauvaise ménopause, mais aussi, je trouve, la fertilité, les grossesses. Bien sûr. Ouais. Et c'est important de le souligner, surtout quand là, on aborde le sujet des grossesses qui s'arrêtent spontanément chez une patiente qui est en âge de procréer. Et quel est l'âge pour procréer? bon, des premiers cycles jusqu'à ce qu'on appelle un peu la prémonopause. Donc, on en parlait, mais c'est sûr qu'il y a des grossesses spontanées à 44, 45 ans, bien que la qualité ovocytaire diminue et que du coup, il y a plus de risques d'avoir des anomalies chromosomiques et donc plus de fausses couches. Mais spontanément, moi, je dirais que dans ma pratique, la plus âgée, c'était 45, 46 ans. Ok, ouais. Ensuite, J'ai encore 3 ans, donc. Voilà, il y a encore de la marge, Amandine. Mais concernant tout l'aspect que tu décris bien, c'est-à-dire que quand la patiente a un premier arrêt de grossesse, on va surtout lui dire que c'est un peu le hasard, c'est la malchance, et dans la société, c'est un petit peu balayé dans la société, c'est allez, la prochaine va bien se passer. Et puis malheureusement, la deuxième grossesse, il s'avère que c'est une grossesse qui s'arrête à nouveau. Donc nous, en tout cas en France, on propose officiellement le premier bilan, donc la première prise de sang qu'on peut proposer à nos patientes, c'est au bout de 3 arrêts de grossesse. Okay. Donc tu te rends compte, c'est déjà... voir arriver dans son cabinet 3 fois la même patiente que tu suis, que tu entoures, que tu encadres pendant les arrêts de grossesse. Donc ça, comme je te disais, c'est vraiment officiellement au sein de nos codifications, le collège des gynécos, la haute autorité de santé. Voilà, après, rien n'empêche de prendre la décision. Donc, tu trouves aussi que c'est trop tard. C'est trop tard, bien sûr. Mais surtout une fois que tu te mets ça en tête. Mais bien sûr. C'est ça que je trouve le pire, le sentiment, comme ça. Moi, je m'en souviens que j'avais tellement... Tu te mets ça en tête, tu veux ce bébé, et ça prend en fait 5 ans. Mais j'ai l'impression, quand je me baladais à la mer, que je voyais... Tu voyais que des femmes enceintes. Que des femmes enceintes, et maintenant, j'en vois presque plus jamais. C'est dingue. Bon, oui, c'est sûr. Et de faire ce bilan, d'avancer un petit peu le bilan, c'est sûr que c'est une responsabilité du médecin, mais moi, clairement, je ne laisse pas 3 grossesses qui s'arrêtent sans dire à la patiente, allez, on va pousser un peu plus loin, on va voir ce qui se passe dans l'utérus, est-ce qu'il y a une malformation, on va faire une prise de sang, est-ce qu'il y a des anomalies génétiques de la coagulation, est-ce que je dois te mettre sous aspirine, est-ce que tu as des facteurs immunologiques qui expliquent ça. Et alors, en revanche, est-ce qu'il y a un diabète? Est-ce qu'il y a un problème à la thyroïde? Tu vois, tout ça, c'est tout un faisceau d'arguments en général quand il y a des grossesses qui ne tiennent pas ou qui s'arrêtent. Mais ce que tu signes, on ne va pas rechercher la résistance à l'insuline, par contre. Ça ne fait pas partie de notre prise de sang qu'on va initier, en tout cas au tout début de ce bilan. Et c'est dingue, en fait, parce que l'insuline, c'est une hormone qui, en fait, c'est très dominante, vitale, qui peut dominer et je suis d'accord qu'en plus, nos patientes sont un peu plus âgées aujourd'hui quand elles commencent leur démarche pour avoir des enfants. Avant, c'était avant 30 ans et maintenant, on est sur du 31, 32 ans et même à Paris encore plus tard. Et on a de plus en plus de patientes qui ont des foies, comme tu dis, stéatosiques non alcooliques. Donc, probablement des patientes qui ont une résistance à l'insuline qui passent totalement inaperçues au quotidien. Elles ont des symptômes, mais il n'y a pas de médecin référent encore là-dessus. Et à part avoir une prise de sang par hasard qui montre qu'il y a une perturbation des enzymes hépatiques, en fait, personne ne le sait, quoi. Oui. En effet. Et ça, je trouve, j'apprécie énormément les médecins qui sont en effet ouverts à cette discussion parce que la résistance à l'insuline, qu'est-ce qui est beau à tout ça, c'est que c'est réversible aussi. Oui. Et moi, j'ai quand même déjà eu plusieurs fois des patients qui, grâce ou à cause de mon histoire, qui venaient quand même me voir parce que tout compte fait, quand tu as envie de ce bébé, tu essaies toutes les possibilités. Et c'est vrai que quand je changeais l'alimentation, c'était souvent une alimentation
fréquente, qui mangeait fréquemment, très sucré Très sucré, le matin, beaucoup de pâtes, de riz, et que je changeais vraiment plutôt protéines, légumes, que après, il y a une partie mentale aussi. Je dis pas que c'est grâce à ces Bien légumes sûr. ou qu'on a déplacé avec le riz. Je pense c'est un peu de tout ensemble, mais que tu sentais qu'il me rappelait en disant, voilà, je suis enceinte. C'est Donc, sûr que je pense que c'est le régime méditerranéen que Ouais. tu conseilles, en tout cas avec à base d'huile, ouais. d'olive par exemple, de viande plutôt maigre, de beaucoup de légumes, beaucoup de léagineux, de fruits à coque, tout ça. C'est sûr. Moi, ça fait partie en tout cas de l'éducation que je vais faire mais dès le plus jeune âge, quand j'ai des patientes jeunes que je vais voir au cabinet, et une fois enceinte, on est quand même vigilante, pas que pour monter sur la balance, mais aussi pour le bien-être pendant la grossesse, pour pas développer des pathologies pendant la grossesse, que ce soit du diabète gestationnel, parce que tu sais que si tu as une résistance à l'insuline avant la grossesse, tu es plus à risque de faire du diabète gestationnel, donc d'avoir possiblement de l'insuline pendant ta grossesse, un bébé plus gros, un accouchement qui potentiellement peut être soit déclenché, soit un peu plus à risque, soit une césarienne programmée. Je ne dis pas que tous les diabètes gestationnels sont des grossesses à risque, mais voilà, ça complique un petit peu plus, et puis plus d'hypertension, et puis sur une patiente, ce sera plus de cancer de l'endomètre quand elle sera en post-ménopause, voilà. Donc il y a quand même tout un faisceau d'une histoire naturelle, si c'est pas pris en charge tôt dans la vie d'une femme, qui fait que, comme tu dis, ça peut être réversible par de l'hygiène de vie, en fait. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que récemment, hier, on a été à un masterclass de la ménopause et récemment, on a organisé en Belgique un congrès sur la ménopause. Et alors, il y avait Dr Gilson qui expliquait qu'elle voyait en fait la puberté comme l'inverse de la ménopause. Et c'est vrai que lors de la puberté, il y a le nombre de cellules graisseuses qui se forment. Donc, c'est un âge super important pour le poids de l'enfant. Mais est-ce qu'on voit ça également lors d'une grossesse, donc une maman enceinte, une femme enceinte qui est plutôt qui a un surpoids? Est-ce que ça impacte? Je pense que je connais la réponse, mais je trouve que c'est quand même intéressant sur le bébé ou quels sont comme ça, on entend parfois aussi, la caféine fait en sorte que le bébé soit plus petit ou est fumé. Apparemment, il y a des très, très belles études aussi. Ce que tu veux dire, c'est que quelle est l'influence de ton état de santé, mais de manière générale, la prise de toxiques, le tabac, la prise de l'imprégnation de caféine, je trouve que nos patientes, elles sont quand même éduquées à ça, elles ne vont pas dépasser les 3 tasses de café. J'ai l'impression que ça, c'est assez commun, mais après, c'est peut-être ma patientèle n'est peut-être pas un reflet des patientes en général. Une patiente qui est obèse ou en surpoids a plus de risque d'avoir un diabète gestationnel, donc plus de risque de troubles métaboliques pendant la grossesse. Et l'enfant aussi? L'enfant, mais plus tard, donc plus tard, après 10 ans, risque de développer un peu plus de risque d'obésité et un peu plus de diabète de type 2, mais plus tard. Mais tout ça, c'est du risque métabolique. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va être génétique, c'est pas quelque chose qu'elle va transmettre, mais je pense que ça fait partie un petit peu aussi des habitudes de la maman, comment le transmettre Donc, aussi. c'est pas qu'on peut dire quand la maman a un surpoids qu'elle va accoucher d'un enfant à surpoids? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que même à l'inverse, quelquefois, on a même des retards de croissance in utero parce que la maman, elle est en surpoids, mais elle est hyper tendue. Et l'hypertension, en général, a tendance à faire des tout petits bébés. Tu vois, il y a une moins bonne vascularisation du placenta. Voilà. Après, on a toujours un peu l'effet de balance parce que si la maman elle est obèse et qu'elle a un diabète gestationnel, tendance à un gros bébé, mais une hypertension, on va plutôt avoir un bébé plutôt ce qu'on appelle le trophe de poids et de taille normale. On n'a pas forcément des macrosomes avec une maman qui est en surpoids. Moi, j'ai fait 2 fois des gros bébés. J'ai jamais compris. Parce qu'en effet, j'ai le même poids depuis toujours. Donc, et tu n'avais pas un diabète gestationnel? Non. 2 fois 4 kilos et un peu. Donc, beaucoup.
Ouais. Donc, comme quoi, c'est marrant. Ouais. Et alors, il y a aussi, je pense, l'aspect mental qu'on ne peut pas oublier. Je vais peut-être d'abord bondir sur la caféine et Ouais. ça, je trouve bien intéressant, vu que moi, je suis dans la nutrition, Ouais, toi, tu bien fais sûr. les grossesses, etc. Mais quels sont comme ça vraiment les no-go, comme on dirait, que tu dis quand on est enceinte? Le numéro 1, c'est l'alcool. OK. Ah, vraiment, c'est pas d'alcool. Pas d'alcool Pas et... un petit verre de champ, Non. jamais. Ça t'étonne? OK. Non, ça m'étonne pas. Je pense que Ouais. l'alcool, c'est toujours un no-go. Ouais, ouais, Mais les gynécos en Belgique, je sais que les 3 derniers mois, ouais. euh, ils posent pas de Ok. problème d'un verre, Ouais. disons. Ouais. Alors, nous... Après, c'est dangereux, qu'est-ce Ouais. que je dis? Parce que c'est pas tous les gynécos. Oui, je comprends. Je sais que mon gynéco... Il pouvait être un peu plus flex par ouais, rapport à ça. ouais. Alors nous, on a une politique vraiment, c'est zéro alcool du début à la fin, parce qu'on pense que tu vois, t'as aucun seuil d'alcool qui peut, en tout cas, même une gorgée pourrait avoir un impact sur la santé mentale de l'enfant. Et l'alcool, c'est la première cause de handicap neurologique en France des enfants. Ah oui. T'imagines? Et on est dans une population, on ne le sait pas, mais on est dans une population en France où les femmes, elles boivent beaucoup quand même. Elles boivent, c'est assez commun de boire un verre par jour. Donc, c'est la cause de handicap, la numéro 1, l'alcool. Mais il y a beaucoup de femmes enceintes qui boivent de l'alcool? Et ben, en tout cas, Ok. nous, notre politique, c'est de la prévention, c'est de dire zéro alcool pendant la grossesse. On est même exigeant, puisqu'on dit même que les bières à 0%, il faut vraiment s'assurer que ce soit du 0,0%. Tu vois que l'alcool dans l'alimentation, par exemple, tout ce qui est... nous, on fait beaucoup d'œufs, Oui. tu vois, des choses avec du vin, il faut que l'alcool Un soit... tiramisu, Voilà, par exemple, la cata, le ça c'est les sucre, no-go. l'alcool. L'œuf qui est pas cuit, ça L'œuf qui c'est est pas no-go. Le tiramisu, tu peux me Ah demander, ouais. c'est non pendant la grossesse. Le baba au rhum, ce sera non, bien sûr. Ouais. Voilà, donc dans un Ouais. plat cuisiné à base J'ai d'alcool. oublié, j'avoue. Ouais, Tu t'as sais, oublié. on oublie. Hein. Je sais plus si je mangeais. Je sais que je mangeais de la burrata. J'adorerais manger de la burrata. Mais on peut pas, apparemment. Alors, Hein? il y a La des mozzarella et burrata. burrata. Burrata, faut qu'elle soit C'est pas. pasteurisée. Ouais. Bon, ça, c'est encore un Chose. autre sujet, mais c'est vrai que donc il y a l'alcool, le no-go. Le café, eh bien, c'est 3 tasses par jour. Ou si tu bois café et thé, tu te débrouilles pour avoir que 3 Et un tasses par déca. jour. Le déca, on va pas le recommander sur le plan apport. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais ce serait OK s'il y a une personne qui peut pas s'en passer, tu vois. Après, on essaie d'éviter qu'il y ait trop d'injonctions en France autour des grossesses parce qu'on a beaucoup de profils de femmes enceintes qui sont des bonnes élèves, tu sais, et qui ont aussi ensuite une anxiété liée au fait qu'elles peuvent pas manger de saucisson, qu'elles peuvent pas boire plus de café, qu'elles ont arrêté le tabac, elles arrêtent l'alcool, elles se retrouvent dans un état d'anxiété et elles vivent mal ça. Donc le discours, c'est quand même d'être voilà, plutôt léger, on va peut-être le prendre un peu avec humour, mais on fait passer quand même le message que c'est zéro alcool, on fait attention au café, on fait attention à la cuisson des aliments. Voilà, après... ça dépend du statut des sérologies de nos patientes. Tu sais, nous, en France, on dépiste là encore la toxoplasmose. Voilà, on va aller... Voilà. Chez nous, pareil. Donc, il y a un petit... il y a un ajustement au début de grossesse sur l'alimentation de la femme enceinte. Et moi, j'en profite toujours pour aussi ajuster l'activité physique qu'elle doit avoir pendant sa grossesse. Parce que soit on a une patientèle qui va dire « Ah, moi, je m'arrête totalement, je suis enceinte, je ne veux pas prendre de risques. » Alors qu'au contraire, on préfère qu'elle soit active ou qu'elle se mette même à marcher minimum 30 minutes par jour pour faire voilà, un petit peu de cardio pour qu'à la fin de la grossesse, on puisse accoucher. Quoi. Parce que quand elles prennent 25 kilos et qu'elles n'ont plus de cardio, c'est difficile pour nous aussi. Voilà, Mais en tant que gynéco, ou la gynéco sur Insta, mais c'est quand même fabuleux un accouchement. Ça doit être vrai. Moi, j'ai adoré accoucher. Par contre, ça, je faisais super bien. Tomber enceinte, c'était plus compliqué. Mais j'ai adoré. Mais ça doit être fabuleux pour vous, encore toujours, après autant de... Oui, toujours. Toujours. Un moment émotionnel, oui. Oui, toujours. Alors, parce que toi, tu es maman de 3 garçons. Hein? Oui, j'ai accouché 3 fois. C'était merveilleux aussi. Avec épidurienne ou pas? Oui. Oui. C'était merveilleux. Et ça s'est bien passé 3 fois? Oui. C'était assez particulier d'être
à la place de la patiente. Donc, Oui, il m'a fallu 2 accouchements pour pouvoir vivre vraiment le troisième plus oui. naturellement, tu vois. Ça a Ah été oui. plus déconnectée et plus dans ma bulle. Les 2 premiers, j'étais un peu anxieuse. Je regardais le monito, j'avais peur. Je demandais à la sage-femme quelle couleur est le liquide. Tu vois, j'étais Ouais, quand même assez anxieuse sur le plan ouais. gynéco. Mais oui, oui, non, à chaque accouchement, je suis consciente de la chance que j'ai de partager l'intimité de ce couple, d'être là et je prends vraiment ce métier très, très à cœur et surtout dans le respect que je peux avoir des femmes à ce moment-là, dans leur grande vulnérabilité, parce que Mhm. voilà, en tout cas, aujourd'hui, les accouchements en, en maternité, c'est pas toujours, comment te dire, j'aimerais qu'on puisse leur offrir un service plus Mhm. naturel, qu'elles puissent avoir accès à des structures plus physiologiques, tu vois, plus de Mhm. maisons de naissance, plus pouvoir qu'il y ait des femmes qui accouchent à domicile, mais que ce soit encadré et de façon sécuritaire. Et en Parce France, que tu travailles pas sur un projet à ce moment... alors, non? non, moi, je travaille sur un projet de maison santé de la femme, OK. mais pas encore pour OK. l'accouchement, OK, maison de OK. naissance. Ah, Non, OK. ce sera pas. J'aimerais bien, mais en tout Ouais. cas, c'est Ah, compliqué sur donc le c'est plan. vraiment au global, en fait. Ouais, 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 ouais. pour OK. avoir une approche globale Ouais, de ouais. la femme enceinte et de la femme Ouais. de manière générale. Mais en tout cas, je suis consciente que j'ai une place privilégiée, même si c'est un métier qui est très difficile, parce que à la fois, on pense beaucoup aux accouchements qui se passent bien. Et moi, j'interviens pas à ce moment-là. C'est les sages-femmes en France qui sont Mhm. vraiment au chevet des patientes et qui les accompagnent. Moi, je suis appelée quand soit c'est mes patientes qui le souhaitent que je sois là à leur côté, soit quand ça se passe pas bien. Et, euh, et oui, c'est aussi une part de mon métier qui est très importante et la confiance que l'on m'accorde Mhm. à ce moment-là, elle est immense pour ces cours parce que c'est des prises de décision très rapides. Ouais, ouais. C'est la vie de la maman, la vie du bébé. Ouais. En même temps, prendre des décisions pour les deux, quoi. Ouais, ouais. Pour les deux, hein. Pour Ouais, les deux ouais. et pour une famille qui est en train de naître aussi. Donc, Ouais. faire en sorte que sur le plan technique, ce soit irréprochable, mais que aussi le vécu sur le plan émotionnel et sur le plan humain soit parfait. Parce Ouais, ouais. que on a tellement bousillé des naissances pendant des années et des dizaines d'années par manque d'empathie, par manque d'humanité dans la médecine que l'on pratiquait, que honnêtement, moi, je me sens le devoir de réhumaniser, d'amener beaucoup d'humanité Ouais. dans la salle d'accouchement, dans les salles de césarienne, dans nos Ouais. maternités. Après, je trouve que les sages-femmes font quand même aussi. Beaucoup. euh, Moi, j'ai trouvé ça incroyable, qu'est-ce qu'ils font. Comme ça, Ouais, avoir un cœur. ouais, Ouais. ouais, Et oui, il y a aussi l'allaitement, je ouais, pense. Hein? C'est quand même aussi un sujet ouais. très important. J'imagine qu'en tant que gynéco, vous le conseillez Oui, alors, je peux le conseiller. pour la Pas. maman et Ouais, pour l'enfant. bien sûr Hein? qu'on le Parce qu'on sait oublie que. parfois que c'est très intéressant Ouais, pour la maman ouais, aussi. Je ouais. pense que vous pouvez confirmer. Hein? Oui, oui, Ouais. c'est sûr. Je peux pas. Comment vous dire? L'aspect nutritionnel du nouveau-né, c'est quand même un choix que la maman doit prendre de façon éclairée. Donc, bien sûr que je vais plutôt euh, informer sur les bienfaits de l'allaitement maternel, m'assurer que la patiente soit bien suivie, qu'elle soit bien entourée de personnes compétentes, parce que l'allaitement, c'est comme une grossesse. On peut te donner tous les avis différents, et une maman qui vient d'avoir un premier enfant, elle est complètement paumée à ce niveau-là. Aujourd'hui, on est des femmes très intellectuelles, tu me diras Ouais. pas le contraire, et on a perdu cette faculté d'allaiter spontanément, sans se poser de questions, alors que l'allaitement, c'est la chose, je trouve, pour avoir allaité mes 3 enfants, la plus innée. C'est-à-dire qu'on doit poser son cerveau, poser sa montre, être dévoué à Ouais. cette fonction-là, mais on peut l'être uniquement si on a posé un cerveau, d'accord, qu'on n'est plus, on est des reptiliens, mais on n'a plus de cortex, qu'on a notre partenaire qui nous gère l'ensemble, le reste du Mhm. quotidien, et qu'on est entouré par des professionnels qui vont accompagner ces mamans très cérébrales, c'est-à-dire les inciter à poser la montre, à ne plus chronométrer les tétés, à ne plus chronométrer de l'espace entre les tétés, mais aller dans un allaitement à la demande, en fait. Ouais, ouais. Donc, c'est beaucoup de peau à peau, c'est beaucoup de maternage proximal, comme on appelle.
c'est beaucoup de temps passé au maternage, les premières semaines de vie d'un bébé. Ouais. Et dans notre société, on y revient encore, on est quand même des femmes carriéristes où on a envie de continuer de travailler, on ne lâche pas son téléphone, on ne lâche pas son ordinateur. Et donc faire la place de l'allaitement aussi dans la société, c'est quelque chose, tu vois. Ouais. C'est Moi, je m'en souviens que, je sais pas comment on dit en français, mais quand on devait tirer le lait. tirer le Ouais. lait, et j'avais oublié, je partais à un congrès, Ouais, oh, c'est ça. c'était la Moi, je cata, me- oui, ouais. et tout ça, tu peux pas en parler, quoi, en Non, fait. tu peux pas en parler. Ouais. Moi, j'ai Là, utilisé... par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui a changé. Je Ouais. parle comme une vieille, parce que j'allais pas tellement vieille quand même, mais je parle comme une vieille. Maintenant, je trouve bien qu'en 10 ans de temps, j'ai l'impression qu'il y a moins de tabous quand même. Déjà, sur la ménopause, Ouais. on parle plus, Ouais, mais c'est aussi, en général, on se gêne quand même moins. Genre, à l'été, moi, je me cachais. Ouais, c'était... J'osais pas trop le dire à mon patron. Ouais. Oui, comme toutes ces femmes qui tirent leur lait dans les toilettes du boulot, quoi. Ouais. Et Ouais. ça, c'est pareil. Il y a maintenant des boîtes qui ont créé des mini-salons d'allaitement que tu peux retrouver dans les musées, que tu peux trouver dans certaines boîtes. Moi, j'ai tiré mon lait quand j'étais de garde avec un tire-lait portable, donc j'étais appelée en salle d'accouchement, mais personne ne voyait que j'étais en train de tirer mon lait, tu vois. Donc, il y a plein aussi de nouveautés qui font ça. Alors, je le recommande pas. Pour moi, si tu tires dans ton lait, c'est que t'es pas OK pour reprendre le boulot, ouais. OK. Mais bon, moi, c'était OK pour moi, donc j'ai fait comme ça. Mais oui, l'allaitement dans la société et dans le regard des gens aussi, c'est quelque chose. Parce que on est sans... L'allaitement naturel, tu peux allaiter un enfant jusqu'à 2-3 ans, mais c'est un enfant qui marche, qui va venir téter. Et ça, dans la société, c'est impossible de voir un enfant qui marche, qui joue, qui va prendre un bout de pain et qui en même temps va venir spontanément faire une tétée. Et ça aussi, c'est toute une mise en place, je trouve, de la place de la femme, de la maternité, jeune maternité dans la société. Alors que... Oui. Et puis, il y a aussi, oui, c'est un peu pareil, hein, mettre son GSM de côté, ça monte, mais il y a aussi le stress, hein, parce qu'au fait, on n'a jamais mesuré ça, mais j'étais résistante à l'insuline et je le lis vraiment à mes fausses couches, ou comment on devait dire les arrêts de grossesse spontanée. Les arrêts de grossesse spontanée. Mais tu sais, fausse couche, ça reste universel. Okay. Mais c'est vraiment pour panier le fait que c'est faux, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je me demande, le stress impacte quand même aussi énormément le tout. Hein? Parce que quelle est la raison qu'il y a tellement de femmes qui ont du mal à tomber enceinte? Alors, bon... Parce que avant, c'était quand même pas le cas. Ouais, hein. Après, tu as le recul de l'âge du premier enfant, les carrières qui doivent décoller avant de se mettre en couple, avant d'avoir une envie de fonder une famille. Et l'environnement, après, toi, je pense que c'est vraiment ton domaine, mais tout ce qui est perturbateur endocrinien, toute la malnutrition qui vient altérer la qualité des ovocytes, altérer ne serait-ce que... je pense que ça peut te parler... Tout le métabolisme, les mitochondries, la création d'énergie dans l'ATP, le cycle même de la vitamine B9, l'acide folique, tout ça. Est-ce que nous, on recommande au fait l'acide folique de le prendre tout le temps, pas uniquement lors de la grossesse? En France, c'est uniquement lors de la grossesse? Alors, quand tu veux dire quand il y a un désir d'enfant? Oui. On recommande de le commencer avant le désir 3 mois avant. Ouais. Et c'est aussi un débat qui est assez ouvert parce qu'on ne dose pas l'acide folique chez les patientes. On ne fait pas la prise de sang, on ne vérifie pas s'il y a une carence. On va supplémenter de manière systématique. Et dans nos recommandations, on va supplémenter de manière systématique avec de la vitamine B9 standard, tu sais, synthétique, et non pas activée. Alors, je ne sais pas si ça te parle, les méthylfolates. Voilà. Ça ne va pas être remboursé en France, tout ce qui est méthylfolate. Ouais, ok. Bon, après, chez nous, les compléments alimentaires ne sont pas remboursés non plus. Hein. Donc, et l'aspect allure mentale, je trouve aussi intéressant. Parce qu'alors, en effet, moi, j'ai eu ça un peu, j'avoue, quand j'ai accouché, après 5 ans quand même, que je voyais toutes mes copines avec des enfants. Je sais pas, quand Giulietta, elle s'appelle Giulietta, ma fille, quand elle est née... J'étais pas la maman qui disait c'est la plus belle. J'ai pas vu ça. Je l'adore et je la trouvais très mignonne, mais pas comme ça. C'est la plus belle. Ou après, j'ai pas du tout eu une dépression, quoi. Pas du tout, mais j'étais non plus pas la maman qui
était vraiment amoureuse de son enfant, qui voulait plus aller faire du shopping avec ses copines ou plus aller au boulot. J'avais même le contraire, très rapidement, je voulais recommencer la vraie vie. Et ça te faisait culpabiliser d'être comme ça ou non, j'étais simplement un peu étonnée. Je me dis, c'est bizarre. Est-ce que les autres mamans exagèrent ou est-ce que c'est moi qui est pas assez sensible et pourtant je suis hypersensible. Donc, mais là, je vois aussi énormément de différences entre mes copines. Je trouve ça dingue. Ou bien il y a des mamans qui accouchent et qui continuent leur vie après. Ou bien il y en a aussi qui vont complètement se mettre sous cloche. Qui font tout pour... Oui. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu racontes. C'est qu'il faut dire que le jour de l'accouchement n'est pas forcément le plus beau jour de ta vie. Ça, c'est important parce que quelles sont les images qui sont véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux? C'est que l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie. Alors que le nuage rose. Non, c'est faux. Tu peux avoir une crise d'hémorroïdes juste avant. Tu peux te disputer avec ton mec ou ton partenaire le jour J. Tu peux trouver ton enfant moche à la naissance. C'est pas ça qui va faire que tu ne vas pas t'attacher à lui et l'aimer. Et l'amour grandit avec les jours qui passent, avec le lien qui se crée, justement, un enfant qui va réagir, qui va commencer à te sourire, ça va être forcément l'amour qui va grandir. Et j'ai quelquefois des mamans qui culpabilisent en me disant, mais en fait, moi, mon accouchement, je veux même pas en entendre parler, sans qu'elle soit traumatisée, mais ça a vraiment été pas quelque chose ni de fou. La rencontre avec son bébé, rien de particulier, c'est rien de particulier. J'avais l'impression que c'était quelqu'un que je connaissais pas, et c'est vrai, hein, d'un coup, on se retrouve avec quelqu'un La première fois, en effet, que tu amènes ton enfant à la maison, le premier, c'est très bizarre. Hein? C'est très bizarre. Tu es dans le maxi-cosy, tu te dis, mais c'est... Oui. Donc, les patients ne sont pas tous dans un état de béatitude, en fait, à la naissance. Et ça se construit petit à petit, mais c'est important de dire que, ça peut ne pas être le plus beau jour de sa vie et que l'amour grandit. C'est pas tout le temps un coup de foudre, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Moi, j'ai pas eu le coup de foudre. Mais bien entendu, j'ai mes enfants, comme chaque maman. Mais en effet, c'est exactement ça. Moi, je pensais, t'accouches, et surtout que j'avais tellement envie, bien sûr, ma fille. Donc, j'accouche et je pensais vraiment que j'allais être le coup de foudre. Mais en effet, tu dois créer cette relation, tu dois trahir. Chez certaines patientes, c'est comme ça. Et puis, il y en a d'autres, c'est un coup de foudre intense, une grande montée d'émotions. Mais après, qu'est-ce qui prédestine ça? Après, ça dépend aussi, je pense, la différence entre le premier, le second. Tu vois, tu peux pas... et c'est important de dire que ça fait partie de la vie d'une femme, ça ne détermine pas la relation que tu auras, ni l'amour que tu auras pour ton enfant. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées de la béatitude, du bliss, comme on appelle, et puis et ces mamans-là, elles se taisent, tu vois, c'est comme l'histoire des grossesses arrêtées, des fausses couches, elles taisent ce qu'elles vivent à leurs proches, elles taisent le fait que non, ça n'a pas été un coup de foudre en fait, la rencontre avec mon bébé, alors qu'on m'avait dit que ce serait la rencontre la plus merveilleuse de ma vie. Ok, Laure, super intéressant. Je suis en train de réfléchir quelle conclusion on pourrait faire du podcast. J'ai l'impression que on peut quand même dire que, en effet, l'accouchement, ça peut être ne pas le plus beau jour de la vie. Aujourd'hui, on parle énormément de la ménopause, mais peut-être qu'il faut parler plus de la grossesse, des sujets des sujets autour de l'accouchement aussi. Et tu sais, je pense que l'après-ménopause, c'est aussi un sujet qu'il faut vraiment s'emparer. Elle commence quand, d'après toi? Moi, je pense qu'elle commence, en tout cas, à partir de 35 ans. Tu vois, on commence à avoir quand même plein de patientes qui sont en déficit de progestérone. J'ai l'impression que moi, c'est le mal du siècle. Là, les patientes qui ont des cycles qui se raccourcissent. C'est la première fois qu'il y a un médecin qui m'annonce que c'est tellement tôt. La plupart disent à partir de 40, 45 ans, 35, c'est quand même 10 ans encore. Ouais, je trouve que... elles viennent, elles me disent mes cycles se raccourcissent. Alors ça peut être au tout début, tu vois, des cycles qui se raccourcissent, des règles qui deviennent plus hémorragiques, un SPM plus marqué. Bon, on change complètement de sujet là. Mais je trouve que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup dans les prochaines années pour éduquer les patientes et pour les informer, parce que c'est pas une période qui est facile et surtout c'est une période qui aussi est longue. Tu vois, on parle beaucoup de la ménopause.
Mais toute la période qui est en amont, tu vois, t'as fait tes enfants. Jusqu'à 10 ans, 10-15 ans, en fait, où quand même, t'es pas bien sur le plan hormonal et on te propose de prendre la pilule, alors qu'in fine, il y a d'autres solutions aussi. Parce que ça, je trouve que la tendance, par contre, je parle pour la Belgique, mais il y a une tendance énorme anti-hormones. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de copines qui ont des règles, mais super dures. Moi, j'ai un stérilet, et honnêtement, je suis nickel avec ça, mais qui veulent vraiment rien prendre d'un point de vue hormonal. Et en effet, ils ont des règles douloureuses, donc 1 semaine par mois, ils sont vraiment... Alors, ces patientes-là, quand elles sont... Enfin, je pense le profil, c'est quand elles ne veulent plus entendre parler de la pilule. Et moi, je trouve que c'est très bien qu'elles s'émancipent de la pilule, parce qu'on a quand même bloqué des cycles pendant... Ça impacte quand même aussi le mental. Ah bah oui, pendant 30 ans, je pense que les hommes, ils n'aimeraient pas qu'on bloque le libido. Voilà, leur testostérone. Mais nous, on nous a bloqué bien l'ovulation en but de contraception. Et du coup, les femmes s'emparent beaucoup des méthodes naturelles de contraception, comme tu dis, elles veulent plus d'hormones. Bon, sans rentrer dans le sujet du stérilet, mais je trouve que c'est très bien. Et ces patientes-là, souvent, elles ont d'autres alternatives. Quand elles ont des règles douloureuses, elles vont s'orienter vers une prise en charge plutôt de la naturo, des compléments alimentaires. Et puis, c'est des patientes souvent qui prennent soin d'elles, qui font du sport, qui font attention à leur poids, à leur métabolisme. Et je pense qu'elles en sont d'autant plus contentes. Parce que je vous en avais parlé. Après, c'est ça un peu la difficulté. On n'a pas toujours des études sur chaque ingrédient qui est dans les compléments alimentaires. Mais nous, on a une formule avec du maca et ashwagandha et on a vraiment énormément de patients qui le prennent, qui n'ont pas de règles et qu'après, ils ont un cycle plus régulier. Donc, je pense qu'en effet, et c'est le message que je voulais aussi donner pour conclure, que c'est bien très... chouette d'avoir un gynéco ou une gynéco devant moi qui est ouverte aussi à parler de lifestyle, qui se réalise également, que la nutrition, compléments alimentaires, le poids, tous les aspects métaboliques sont juste importantes aussi. Mais la jeune génération, la génération qui me suit là, elle est attentive à ça. On ne peut plus d'emblée matraquer les femmes. Mais qu'est-ce qui est bien chez vous? Je pense que dans une consultation, vous n'avez pas le temps. Il y a tellement de patients que vous devez voir. Moi, j'ai choisi de prendre... Tu te réinventes quand même sur Insta avec un podcast. C'est quand même fabuleux. Et c'était aussi l'idée d'avoir du temps long avec des patientes et de pouvoir leur apporter de l'information que je n'ai pas forcément en effet le temps de délivrer, mais j'ai fait le choix moi d'avoir des consultations qui sont quand même longues, donc je passe du temps avec mes patientes et quand je fais en sorte d'être le plus efficace sur la consulte, mais le côté réseaux sociaux, podcast me permet de délivrer de l'information qu'elles n'auront pas forcément partout quoi. Même super. Avec moi des fois. Bon, Laure, grand merci. Est-ce que tu veux Merci encore rajouter quelque chose? Non, je suis ravie d'avoir été là et je pense que ça participe un petit peu aussi à émanciper les femmes. Le prochain congrès, on fera sur la grossesse. Avec plaisir. Super. Merci, Laure. À bientôt. Bye bye. Au revoir.